Lyon, 15 mars 2026, 15h15. Dans le calme apparent de son bureau régional, Laurent Wauquiez repose son téléphone. Il vient de raccrocher avec Emmanuel Macron. L'échange, court mais chargé d'histoire. « Laurent, Matignon vous attend. Sébastien a jeté l'éponge. Vous seul pouvez sauver les meubles. » À ces mots, un sourire s'étire lentement sur le visage du patron d'Auvergne-Rhône-Alpes et des Républicains. Après avoir passé des années à grogner dans l'opposition, le moment tant attendu semble enfin là. Le sommet du pouvoir est à portée de main. Mais ce que Wauquiez ignore encore, c'est que le compte à rebours a déjà commencé. Dans tout juste 24 heures, ce rêve éclatant de triomphe cédera la place à un cauchemar retentissant, le genre de fiasco qui marque au fer rouge une carrière politique. Enfin, lança Wauquiez en pivotant vers les membres de son équipe réunis dans son bureau à Lyon. Selon lui, le président venait tout juste de réaliser une évidence. Sans la droite républicaine, impossible de redresser le pays. L'air vibrait d'excitation. Depuis l'annonce inattendue du départ de Sébastien Lecornu à peine 1 heure auparavant, son portable était devenu incontrôlable. Appel en rafale de journalistes, de parlementaires, de figures politiques cherchant tous sa position face à cette tempête gouvernementale. Puis le coup de fil de Macron avait rebattu les cartes. Wauquiez se redressa, regard brillant. « Mes amis, accrochez-vous. Dans 2 jours, Matignon sera à nous. Il est temps d'organiser notre grand retour aux affaires. » Imaginez Wauquiez à Matignon. Ce n'était pas une lubie, loin de là. À 49 ans, l'ancien protégé de Sarkozy n'avait plus rien du jeune loup. Président de région plébiscité, chef incontesté des Républicains, il dirigeait sa formation politique avec une poigne que même ses adversaires respectaient. Sa gestion rigoureuse de la crise sanitaire en Auvergne-Rhône-Alpes l'avait propulsé sur la scène nationale. Et ses critiques de Macron, bien calibrées, jamais hystériques, toujours chirurgicales, faisaient de lui un recours sérieux. C'est l'homme idéal, confiait discrètement un conseiller présidentiel ce soir-là. Il représente la droite classique, a déjà gouverné et surtout, il peut faire basculer l'Assemblée avec les voix LR. Depuis des mois, une alliance entre la Macronie et les Républicains flottait dans l'air comme un parfum de compromis stratégique. Avec la menace grandissante de Le Pen et Mélenchon, le centre cherchait désespérément un allié solide. Le départ de Lecornu tombait à point nommé pour sceller ce pacte. Ce sera le gouvernement le plus cohérent depuis 5 ans, s'enthousiasmait-on déjà. Plus question de dépendre des extrêmes, ni à gauche, ni à droite. Le pays, disait-il, mérite enfin un cap clair. Pas une minute à perdre. À peine le coup de fil terminé, Wauquiez enclencha la machine. Une réunion express fut convoquée dans les locaux lyonnais du parti. Les hauts responsables LR accoururent pour plancher sur le casting gouvernemental, fixer les grandes lignes du programme et surtout ficeler la stratégie médiatique de cette alliance hors norme. « Mes chers amis, l'heure est historique », lança-t-il d'un ton grave mais galvanisé. « C'est une chance rare, celle de revenir au pouvoir avec un vrai cap, une vraie légitimité. » Dans la salle, l'enthousiasme se mêlait à une forme de retenue. « Et si Macron nous faisait faux bond ?» glissa prudemment Aurélien Pradier. « Hors de question, trancha Wauquiez. Il est acculé. Sans nous, son mandat ne tiendra pas debout. » Et il n'avait pas tort. Les courbes des sondages le confirmaient. Seul un rapprochement entre la droite républicaine et la majorité présidentielle pouvait encore offrir une majorité viable à l'Assemblée. En plus d'être leur meilleur espoir numérique, Wauquiez était aussi l'unique figure capable de vendre ce rapprochement à une base LR encore méfiante. « On ne se couchera pas », affirma-t-il catégorique. « On veut les postes clés, un vrai pouvoir de décision, et surtout que notre ADN politique soit préservé. Sinon, pas d'accord. » La nuit s'étira jusqu'aux premières heures, dans une frénésie méthodique. Autour de Wauquiez, l'effervescence ne faiblissait pas. Chaque nom de ministre potentiel, chaque ligne du futur programme, chaque mot de la communication était passé au crible. L'ex-patron de l'UMP, rodé aux manœuvres d'arrière-cuisine politique, menait la danse avec la rigueur d'un métronome. « Demain, à la première heure, direction Paris », déclara-t-il calmement en consultant son agenda. Rendez-vous à 10 heures à l'Élysée pour verrouiller l'accord, déclaration commune avec le président à 15 heures et à la nuit tombée, je m'installe à Matignon.
Tout était calé au millimètre, de la figue contrôlée à la presse jusqu'à la configuration du cabinet, en passant par les premiers dossiers brûlants déjà listés. Il évolue dans cet environnement comme un poisson dans l'eau, glissant un conseiller admiratif. Il a rêvé de cet instant, et à le voir si sûr de lui, on comprend que ce rôle s'est taillé pour lui. Vauquier brillait, littéralement. Après des années à grogner dans l'ombre, à encaisser les revers électoraux de la droite, à ronger son frein pendant que d'autres occupaient la scène, l'heure était enfin venue de transformer ses convictions en actions concrètes, au sommet de l'État. Juste avant d'embarquer pour Paris, il glissa quelques mots à la presse régionale. Cette nomination, c'est le signe que les valeurs républicaines ne sont pas mortes. Elle rend l'espoir à ceux qui y croient encore. Selon lui, le pays avait un besoin urgent d'un exécutif compétent, sérieux et concret. Pas d'une machine à slogan. L'avion décolla dans une ambiance quasi euphorique. Entouré de ses lieutenants, Vauquier affichait un calme olympien, peaufinant ses notes avec une rigueur de métronome. Les journalistes à bord, eux, prenaient des notes. Aucun stress visible, notait un reporter de France Inter. Il donne l'image d'un homme prêt à entrer dans l'histoire. Et à l'atterrissage à Roissy, c'était le tapis rouge médiatique. Caméra braquée, micro tendu, Vauquier, impeccable dans un costume sobre, enchaînait les réponses avec l'assurance de celui qui a déjà tout anticipé. « Que pensez-vous de votre future collaboration avec Emmanuel Macron? »« L'intérêt national passe avant tout, » répliqua-t-il. « Le moment est grave. Il faut unir, pas diviser. » Vos priorités une fois en poste? Relancer l'économie, restaurer la sécurité et recoller les morceaux d'une nation fracturée. Ce pays mérite un gouvernement d'action, pas de mise en scène. Chaque mot qu'il prononçait semblait être passé au tamis. Rien n'était laissé au hasard. Vauquier avait l'allure de quelqu'un déjà investi de ses fonctions, comme si le fauteuil de Matignon lui appartenait déjà. Le 16 mars 2026, à 9h15 tapante, il franchissait les grilles de l'Élysée avec 15 minutes d'avance, un détail qui n'en était pas un. Faire attendre Macron? Impensable pour un rendez-vous d'une telle portée. « Voilà, monsieur le futur Premier ministre », lança un huissier dans un sourire complice. Vauquier répondit par un rictus calme, presque satisfait. Il avait passé la nuit à éplucher les notes, ficeler ses argumentaires et anticiper les moindres objections du chef de l'État. L'entretien prévu pour durer 2 heures devait sceller tous les accords. La répartition des portefeuilles, le programme commun, le calendrier législatif, tout. Et Laurent n'était pas venu les mains dans les poches. Un épais dossier, fruit d'une nuit blanche, trônait sur la table. Emmanuel a été bluffé, guillera plus tard un conseiller du palais. Laurent était affûté. Il avait une réponse à chaque sujet, une vision millimétrée, un projet béton. À 10 heures précises, les 2 hommes s'assirent face à face. L'échange fut à la fois chaleureux et d'un sérieux absolu. « Laurent, merci d'accepter cette mission. Le pays a besoin de stabilité et votre expérience nous sera précieuse, » ouvrit Macron. « C'est un honneur, Monsieur le Président, surtout en ces temps incertains, » répondit Vauquier avec gravité. La discussion avançait vite, trop vite. Vauquier cochait toutes les cases, l'intérieur, les finances, l'éducation. Il obtenait tout ce qu'il demandait. Macron, visiblement soulagé d'avoir trouvé un partenaire, semblait prêt à céder sur tous les fronts. Dans cet état de soulagement, il aurait pu lui confier les clés du pays, ironisera plus tard un politologue. À 11h30, alors que tout semblait signé, le téléphone du président vibra. Il décrocha. Quelques secondes de silence, et son visage se décomposa. « Pardonne-moi, Laurent, je dois répondre. » Vauquier, toujours sûr de lui, s'installa dans le salon attenant. Il checkait ses messages, peaufinait les derniers détails avec son équipe. Il ne se doutait pas une seconde que le sol s'apprêtait à se dérober sous ses pieds. Encore quelques instants, et son nom serait gravé sur la porte de Matignon. Mais derrière la vitre, quelque chose clochait. Le visage de Macron, de plus en plus tendu à mesure que l'appel s'éternisait, trahissait une nouvelle inattendue. 11h45. Le président réapparaît, le regard fuyant, presque coupable. « On a un souci. Sébastien vient de me rappeler. Il retire sa démission. » Un silence.
Le sol se dérobe sous les pieds de Vire. Quoi? Il revient? Mais ce n'est pas possible. Et pourtant si, répond Mapron visiblement gêné. Il a mûrement réfléchi cette nuit et veut continuer. Mais on s'était entendu. Tu avais donné ta parole. Je sais, mais il connaît les dossiers. Il a l'oreille de l'Assemblée, je ne peux pas lui dire non. Ce qui devait être une passation de pouvoir solennelle tourna à la tragédie politique. Macron tentait tant bien que mal de maquiller le naufrage. Écoute, Laurent, ce n'est peut-être que partie remise. Il se peut que Sébastien ne tienne pas jusqu'au bout du quinquennat. Monsieur le Président, murmura Vire, livide. Ce que vous venez de faire, c'est tuer ce qu'il me restait de crédibilité. Comment vais-je annoncer ça à mon camp, aux médias, au peuple? L'entretien s'acheva dans un silence glacial, presque irréel. Vire quitta l'Élysée avec la dignité d'un homme trahi, les traits tirés, le regard vide. En l'espace de quelques instants, ce qui devait être l'apothéose de sa carrière se transforma en débâcle politique retentissante. Il était entré sous les projecteurs, acclamé comme le futur chef du gouvernement. Il en ressortit sous les flashs, en ruine. Monsieur Vauquier, êtes-vous toujours pressenti pour Matignon? L'alliance LRLREM est-elle confirmée? Les micros se tendaient, les voix se pressaient, mais lui restait figé, comme pétrifié. Aucun commentaire, finit-il par murmurer en montant dans la voiture officielle. Mais son visage disait tout. Frustration, honte, colère rentrée. Le trajet jusqu'à son hôtel se fit dans un mutisme pesant. Loin du tumulte, Vire, recroquevillé sur lui-même, scrollait frénétiquement son téléphone. Des dizaines de messages s'accumulaient. Journalistes en quête de confirmation, cadres inquiets, collaborateurs déboussolés. Comment raconter ce qui n'a aucun sens, soufflait un proche consterné. Il avait frôlé Matignon du bout des doigts, et voilà que tout s'était évaporé, à cause d'un caprice présidentiel signé Lecornu. Autour de lui, l'amertume montait. Ce que beaucoup voyaient, c'était un jeu malsain, orchestré par un homme qui avait créé une fausse crise, suscité de faux espoirs et tout annulé à la dernière minute comme un gamin qui change d'avis. « C'est un affront aux institutions », s'emportait un député LR. « On ne transforme pas la fonction de Premier ministre en jouet politique. » Le coup fut d'autant plus violent que tout avait été millimétré. Chaque pièce du puzzle avait été posée. L'équipe mobilisée, le gouvernement prêt à être annoncé, les interviews déjà données. Et soudain, tout devait être effacé comme une mauvaise blague. À 13h, l'Élysée lâcha un communiqué froid comme une dalle de marbre. Sébastien Lecornu reste à son poste. Aucun mot de trop, mais chaque ligne sonnait comme un glas pour les ambitions de Vauquier. Il était détruit, confiera plus tard un membre de son entourage. Il avait tout misé sur cette ascension. Voir le château de cartes s'effondrer en quelques heures, c'était trop. 1 heure plus tard, à 14h, dans le salon feutré d'un grand hôtel parisien, Vauquier tenta de limiter la casse devant une trentaine de journalistes. L'exercice ressemblait à un passage à tabac médiatique. « Le contexte a changé », lâcha-t-il crispé. « Monsieur Lecornu a décidé de continuer, et nous prenons acte de son choix. » Mais les journalistes, eux, n'étaient pas là pour les formules diplomatiques. « Vous vous sentez trahi? Diriez-vous que vous avez servi d'appât? Le parti LR maintient-il sa confiance en Macron? » Chaque question fusait comme un projectile, et chaque mot était une nouvelle entaille dans son image déjà vacillante. Vauquier, stoïque en apparence, se cramponnait à ce qui lui restait de dignité. « Nous prendrons position dans les jours à venir », esquiva-t-il. Mais le mal était fait. Dès le soir même, la presse s'en donnait à cœur joie. Titre assassin, chronique au vitriol, dessin moqueur. On y voyait Vauquier, valise à la main, planté devant Matignon comme un touriste refoulé. Le rêve de pouvoir, transformé en farce nationale. Le syndrome du Premier ministre fantôme. Voilà comment un éditorialiste moqueur résumait l'affaire. Un homme qui aura vécu 24 heures dans la peau d'un chef de gouvernement avant de se réveiller brutalement dans son propre cauchemar.
Et comme si l'humiliation publique ne suffisait pas, les jours suivants apportèrent leur lot de révélations explosives. Les fuites, visiblement bien calculées, dépeignaient une toute autre réalité. Le Cornu n'avait jamais sérieusement envisagé de partir. Sa démission n'était qu'un leurre, une mise en scène habile pour forcer la main de Macron. C'était une simple pression tactique, glissa un proche du Premier ministre. En clair, un stratagème pour obtenir plus de garanties, plus de pouvoir. Et au centre de cette manœuvre, Vauquier. Instrumentalisé, baladé, sacrifié. L'outil parfait pour faire monter la tension. La farce devenait cruelle. On l'a utilisé comme un simple pion, admit un cadre LR amer. Le Cornu l'a brandi comme une menace pour faire piller l'Élysée. C'est d'une brutalité politique rare. Le choc secoua les rangs républicains. L'indignation grondait. Certains accusaient Laurent d'avoir été d'une naïveté affligeante, de s'être laissé embarquer par des promesses floues. Comment a-t-il pu tomber dans le panneau ? S'étonnait un député. Il aurait dû savoir qu'en politique, tant que l'antre n'est pas sèche, rien n'est jamais acquis. Vauquier, dos au mur, tentait de contenir l'incendie au sein de sa propre maison. Face au bureau politique de LR, il adopta une posture solennelle. « Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour la France », lança-t-il comme un général en déroute cherchant à sauver l'honneur. Une occasion historique s'est présentée. Aurions-nous dû tourner le dos ? Mais ces mots, bien que mesurés, ne suffisaient plus à calmer les remous. Les critiques montaient en flèche. Certains hauts responsables du parti ne se cachaient même plus. Ils réclamaient sa tête. Laurent a grillé son capital politique, glissa-t-on dans les couloirs du siège. Comment continuer à le suivre après une telle déroute ? Le parti s'enfonçait dans une guerre de tranchées. Les partisans de Vauquier tentaient de relativiser l'affaire. Ce genre de revers fait partie du jeu, disait-il d'un ton fataliste. Mais les frondeurs internes flairaient le sang. Toute cette histoire expose son impréparation totale, cingla un vieux baron. Un vrai leader ne se fait pas rouler dans la farine de cette manière. Et les chiffres parlaient d'eux-mêmes. En l'espace de 7 jours, la cote de Vire s'effondra de 15 points. Une chute vertigineuse. Dans l'opinion, il n'était plus que l'ombre d'un homme politique, manipulé, trahi, ridicule. Le public n'a aucune pitié pour ceux qui échouent sous les projecteurs, expliquait un analyste. Et dans cette farce politique, Vauquier a tout perdu. 3 semaines après la tempête, Vauquier tenta de rejouer la carte du comeback. C'était à Lyon, devant une salle comble de 2000 militants LR, mais l'énergie n'y était plus. Debout sur scène, il essayait de reprendre la main, de raviver une flamme vacillante. « Mes chers amis, nous avons traversé une période difficile, lança-t-il, la voix grave. Mais il ne faut pas baisser les bras. La droite républicaine a encore un rôle majeur à jouer dans le destin de notre pays. Le discours se voulait rassembleur, mais l'enthousiasme n'y était plus. Les applaudissements semblaient forcés, les regards moins convaincus, les sourires crispés. Quelque chose s'était brisé. L'aura de chef que Vauquier arborait autrefois s'était fissurée. « Il fait comme si l'affaire Matignon n'avait jamais existé », glissa un militant lucide. Mais tout le monde y pense encore. Cette humiliation publique colle à sa peau. Politiquement, les dégâts étaient profonds. L'hypothèse d'une alliance LR-LR-EM, autrefois plausible, semblait désormais enterrée. Une méfiance glaciale s'était installée entre les deux familles politiques. Comment Macron pourrait-il encore nous tendre la main après ça ? Se demandait un cadre LR. Il a joué avec nous une fois, on ne tombera pas 2 fois dans le même piège. Côté présidentiel, on tentait d'éteindre l'incendie à coups de banalité. Ce fut un simple malentendu, une succession d'événements imprévus, balbutiait un ministre. Mais en coulisses, la fracture était réelle et profonde. Macron ne voulait plus entendre parler de Vire. Et selon un analyste politique, c'était réciproque. Cette humiliation, Laurent ne l'oubliera jamais. Macron, lui, l'a bien compris. La confiance avec Vire est définitivement brisée. 6 mois après la débâcle, en décembre 2026, le Congrès des Républicains ouvre ses portes dans un climat encore marqué par les secousses de l'affaire Matignon. Les plaies sont loin d'être cicatrisées.
Vière, affaibli mais combatif, affronte plusieurs prétendants décidés à tourner la page. L'ombre de ce fiasco plane toujours, confie un délégué. Laurent est encore lesté par cet épisode. Une partie du parti doute qu'il ait encore les épaules pour nous conduire à la victoire. La bataille pour la présidence est rude, sans merci. Les opposants n'ont pas la mémoire courte et dégainent sans relâche le souvenir du mois de mars, comme une arme fatale. Face aux critiques, Vière garde son cap. Même avec le recul, je referai exactement les mêmes choix. Une déclaration qui se voulait courageuse, mais qui n'a pas suffi. Au 3e tour, la sentence tombe. Laurent est battu sur le fil par Valérie Pécresse, revenue sur le devant de la scène après sa défaite présidentielle. Une page se tourne, note un journaliste. L'humiliation subie au printemps a finalement eu raison de son leadership. Lors de la passation, Vière tente de sauver la face. Droit dans ses bottes, il déclare « J'ai tout donné à ce parti. L'avenir est entre de bonnes mains. » Mais derrière les portes closes, les confidences sont plus amères. Il ne s'en est jamais vraiment remis, souffle un proche. Il porte encore en lui cette trahison. Le Cornu et Macron ont laissé une cicatrice qui, pour lui, ne se refermera jamais. 2 ans se sont écoulés depuis ce fameux épisode et Laurent Wauquiez est toujours là, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, fidèle au poste. Mais son avenir sur la scène nationale, éclipsé. Foudroyé en plein vol. Ces 24 heures ont mis un terme à sa montée en puissance, explique un biographe laconique. Il était sur une trajectoire ascendante jusqu'à ce crash politique d'une violence rare. Pour un homme longtemps habitué à avancer sans fausse note, la digestion de cette humiliation fut douloureuse. Il en parle encore souvent, confie un membre de son entourage. Ce n'est pas juste une défaite électorale, c'est son ego, son image de stratège qui en a pris un coup. Lui qui aimait contrôler chaque pièce sur l'échiquier, a découvert ce jour-là qu'à Paris, les règles du jeu appartiennent à d'autres. Il a appris à la dure que la capitale ne pardonne rien, note presque compatissant un ancien ministre. Trop provincial peut-être pour un univers aussi cynique. Pendant ce temps, Sébastien Lecanu, lui, continue de mener le gouvernement tambour battant. Sa manœuvre du printemps 2026, magistrale. Là où elle a brisé Wauquiez, elle a solidifié sa propre autorité. Il faut reconnaître à Sébastien un flair stratégique redoutable, concède même un opposant. Il a écarté un rival gênant tout en renforçant sa position. Ce coup politique reste un chef-d'œuvre d'efficacité cruelle. En une seule journée, un homme a vu son ambition fracassée, broyée par un mécanisme qu'il pensait maîtriser. C'est la politique dans sa forme la plus impitoyable, tranche un politologue. Naïf, Wauquiez s'est brûlé les ailes, découvrant à ses dépens que, dans ce milieu, tous les coups sont permis, surtout les plus bas. À chacun de juger si ce coup tordu relevait d'une stratégie politique brillante ou d'une manipulation sans scrupule. Mais une chose est sûre, Laurent Wauquiez en porte encore les cicatrices. Et ces fameuses 24 heures resteront, pour longtemps, comme la plaie béante de sa carrière. Puis, coup de théâtre 2 ans plus tard, une bombe médiatique fait voler les certitudes en éclats. Dans ses mémoires, un ancien conseiller de l'Élysée balance tout. Selon lui, Lecanu n'a jamais eu l'intention de quitter Matignon. Sa fausse démission n'était qu'un piège habile, un test grandeur nature pour sonder ses ennemis et écarter ses rivaux. Face caméra sur France 2, Wauquiez lâche enfin ce que beaucoup soupçonnaient. J'ai servi d'outil dans un jeu cynique de manipulation. Cette déclaration change la donne. L'affaire Matignon refait surface. L'ancien patron des Républicains remonte dans l'estime, redevenant peu à peu fréquentable. En octobre 2027, il sort de l'ombre en déposant plainte pour manipulation politique. Les Français méritent de savoir si leur démocratie est tenue en laisse, affirme-t-il, décidé à passer à l'offensive après 2 longues années de silence. Et son retour ne passe pas inaperçu. Aux élections européennes, il mène la liste et crée la surprise. 18% des voix. Un score inattendu, mais suffisant pour signer sa renaissance. C'est la victoire de la vérité sur le mensonge organisé, triomphe-t-il le soir des résultats.
Pour Vauquier, cette percée électorale sonnait comme la fin de l'exil et le début d'un nouveau chapitre. À chaque prise de parole, il revenait inlassablement sur ce fameux mois de mars 2026, non plus comme un simple accident de parcours, mais comme le révélateur ultime du naufrage des institutions françaises. Ce récit, à force d'être répété, a fini par faire mouche auprès d'une opinion lassée des scandales et désabusée par les jeux de pouvoir. Le revirement est tout simplement saisissant, commentait un institut de sondage. En l'espace de 2 ans, le tableau s'est inversé. Celui qu'on moquait hier comme un perdant malchanceux est devenu aujourd'hui une victime digne, presque héroïque. Et cette réhabilitation express n'a pas tardé à réveiller les fantasmes d'un retour au sommet. Dans les cercles politiques, on commence à chuchoter sérieusement « Vauquier, en 2030, pourrait bien incarner cette figure d'homme providentiel que les Français désespèrent de trouver. Il a l'expérience, il a le bagage, et surtout, il a cette aura de martyr moderne que seule une bonne trahison peut conférer. Lui, malin, souffle le chaud et le froid. Lorsqu'on interroge sur ses intentions présidentielles, il botte en touche avec un sourire énigmatique. Le moment venu, je prendrai ma décision. Pour l'instant, dit-il, priorité à la mission qu'il s'est donnée, recoller les morceaux d'une droite fracturée. Et c'est là toute l'ironie de son destin. Tombé de haut, laminé par le système, c'est cette descente aux enfers suivie d'une lente remontée qui fait aujourd'hui de lui le symbole le plus crédible d'un renouveau républicain. Laurent, c'est l'image même de la ténacité, lançait un haut responsable LR. Il a connu le pire et s'en est relevé plus solide. C'est exactement le profil qu'il nous faut. Ce parcours cabossé, presque romanesque, a conféré à Vauquier une légitimité morale rare dans le paysage politique. Car peu peuvent se vanter d'avoir tenu tête aux combines du pouvoir et d'en être ressortis renforcés. « Mon destin personnel reflète celui de notre famille politique », clamait-il lors d'un rassemblement électoral. « Nous avons été traînés dans la boue, utilisés comme des pions, relégués au second plan. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours là, et plus déterminés que jamais. » Presque 3 ans après ces fameuses 24 heures où tout aurait pu s'écrouler, Vauquier regarde désormais derrière lui avec un mélange d'amertume et de fierté. L'homme que l'on pensait fini en mars 2026, quittant l'Élysée la tête basse, a repris toute sa place dans le jeu politique national. Ce jour-là a été le plus violent de ma carrière, avoue-t-il parfois dans les coulisses. Mais avec le recul, c'est aussi ce moment qui m'a le plus appris. La politique, comme la vie, forge les plus solides dans les tempêtes. C'est dans les flammes du fiasco que Vauquier a forgé son retour. De ses désillusions, il a fait des armes. De ses blessures, une doctrine. À présent, il avance en politique avec la prudence d'un joueur d'échecs et la rage d'un boxeur revenu du tapis. « On ne me reprendra pas 2 fois, glisse-t-il, regard sombre. J'ai encaissé le coup, mais j'ai aussi compris la leçon. Aujourd'hui, je suis prêt. Et ceux qui pensent encore pouvoir me manœuvrer vont tomber de haut. » Ce revirement impressionne autant qu'il inquiète. Car le Laurent version 2028 n'a plus rien du jeune stratège trop confiant. Il est passé à un tout autre registre, plus froid, plus calculateur, plus dangereux. Il est devenu une bête politique, avoue un ministre, la voix presque admirative. Depuis cette chute spectaculaire, il n'a cessé de monter en puissance. Et maintenant, il est inarrêtable. Et en effet, depuis qu'il a pris les rênes du groupe LR au Sénat à l'automne 2027, Vauquier ne ménage plus ses coups. Face au gouvernement Lecanu, il frappe sec, précis, méthodique. Fini le temps du consensus, le nouveau Vauquier joue pour gagner. Chaque phrase qu'il prononce, chaque article qu'il modifie, chaque prise de parole qu'il saisit semble guidée par une seule obsession. Effacer l'affront du printemps 2026. Il règle ses comptes à coups d'amendement, glisse un journaliste politique. Ce que fait Vauquier aujourd'hui, c'est une vengeance méthodique, législative, chirurgicale. Loi après loi, il renvoie Lecanu à sa propre trahison. Et le plan fonctionne. L'exécutif, qui jusque-là naviguait paisiblement au Sénat, se retrouve face à une armée LR métamorphosée en escadron offensif.
Laurent a militarisé son groupe, souffle un sénateur de la majorité. C'est du blitzkrieg parlementaire. Il frappe vite, fort, partout. Résultat, la belle mécanique de Lecanu commence à tousser. Fini les textes votés les doigts dans le nez. Le Premier ministre découvre qu'un adversaire humilié peut devenir un cauchemar politique. Et dans l'entourage de Matignon, certains commencent à admettre ce que tout le monde pense tout bas. Ce fameux coup tactique de 2026, il commence à sérieusement le regretter. Wauquiez, humilié hier, est aujourd'hui une épine bien plantée dans le pied de celui qui l'a écarté. Sur le plan politique, l'erreur fut stratégique, pas seulement humaine. Derrière l'ego froissé se cachait une offensive méthodique. En multipliant les embuscades parlementaires, Wauquiez a sérieusement ralenti plusieurs réformes majeures du gouvernement. Il a flairé que le Sénat pouvait être son tremplin, analyse un expert en droit constitutionnel. En s'en servant comme bastion, il s'est replacé au cœur du jeu. Et le pari s'avère payant. Chroniqueurs, analystes, chaînes d'infos, tous finissent par reconnaître le retour fracassant de celui qu'on croyait définitivement écarté. C'est sans doute l'un des comebacks les plus inattendus de la Ve République, lâche un historien. Car rares sont les figures politiques capables de transformer une claque aussi publique en moteur de renaissance. Cette remontée spectaculaire relance évidemment toutes les spéculations. À 52 ans, le temps joue encore pour lui. Et dans l'ombre, certains murmurent déjà « il n'en a pas fini ». Sa blessure de mars 2026 est restée ouverte. Il ne cessera qu'une fois la dot morale remboursée, pièce pour pièce, regard pour regard. Et s'il s'est relevé, il n'a pas encore frappé. La vraie revanche se jouera en 2030, dans l'arène présidentielle, prédit un stratège. Ce ne sera pas seulement une conquête de pouvoir, mais une revanche personnelle contre ceux qui l'ont piétiné. En attendant, il continue d'afficher sur son visage les cicatrices de ses heures fatidiques. Mais ce qui autrefois ressemblait à une marque d'échec est devenu un blason. L'humiliation a muté en respectabilité, l'innocence en lucidité, la chute en lancement. Ce court épisode de 24 heures restera gravé comme un condensé brutal de la vie politique française, féroce, impitoyable, imprévisible. Et si Wauquiez a chuté comme un homme, il s'est relevé en stratège. Car en politique, comme dans la vie, ce n'est pas la dégringolade qui vous définit, mais la manière dont vous vous relevez.